Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le jeudi 4 septembre 2025, épisode 409. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'actualité de la cybersécurité est marquée par l'ajout de nouvelles vulnérabilités activement exploitées au catalogue de la CISA. Google publie un correctif d'urgence pour les appareils Pixel ciblés par des multiples failles critiques. VMware corrige plusieurs vulnérabilités affectant Tanzu, Gemfire et Gremplum. Du côté open source, Tails annonce la sortie de la version 6.19 avec ses mises à jour de sécurité. L'industrie automobile est touchée. Bridgestone confirme une cyberattaque sur ses sites nord-américains. Jaguar Land Rover doit de son côté stopper ses systèmes après un incident majeur de sécurité. Sur les réseaux sociaux, des cybercriminels exploitent l'IA Grok de X pour contourner les protections publicitaires et diffuser des malwares. Et enfin, en Ukraine, le général Oleksandr Poty détaille l'évolution de la stratégie cyber russe et la coopération renforcée avec les alliés occidentaux. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocessort.org. La CISA a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des failles exploitées connues sur la base de preuves d'exploitation actives. La CVE 2023-50224 qui concerne le routeur TP-Link TLWR841N avec une vulnérabilité de contournement d'authentification par usurpation. La seconde, la CVE 2025-9377, affecte les modèles TP-Link Archer C7 pour l'Union européenne et TLWR841NND pour la version MS, avec une vulnérabilité d'injection de commande système. Toutes ces vulnérabilités constituent des vecteurs d'attaque fréquents pour les acteurs malveillants et représentent un risque élevé. Vous l'aurez compris, on vérifie ces versions de routeur TP-Link et on patch. La NSSI a publié le 4 septembre 2025 l'avis du CERT-FR 2025 AVI 752 qui concerne de multiples vulnérabilités dans les smartphones Google Pixel. Ces vulnérabilités affectent les appareils antérieurs au correctif du 3 septembre 2025 et ces failles découvertes dans Android permettent l'exécution de codes arbitraires à distance, l'élévation de privilèges, le déni de service à distance et l'atteinte à la confidentialité des données. Au total, ce sont 23 CVE qui sont référencés. Les correctifs sont bien entendu disponibles dans le bulletin de sécurité de Pixel du 1er septembre 2025. Bref, on ne réfléchit pas, on patch son Pixel. Un second avis de la NSSI qui a été aussi publié aujourd'hui, c'est l'avis CERT-FR 2025 AVI 754 qui concerne de multiples vulnérabilités dans les produits VMware. Les systèmes affectés sont Tanzu Gemfire Management Console, version antérieure à la 1.4.0 et Tanzu Gremplum, version antérieure à la 7.5.4. 40 CVE sont référencés, oui on l'a bien dit, 40. Tous les correctifs sont disponibles dans les bulletins de sécurité de VMware, le fameux TNZ 2025-94 et le TNZ 2025-95 qui ont été publiés hier le 3 septembre. On apprend que le 2 septembre 2025, un incident de cybersécurité a touché Bridgestone America, filiale nord-américaine du fabricant de pneus japonais Bridgestone. L'attaque a affecté plusieurs sites de production, dont 2 usines en Caroline du Sud et une à Joliette au Québec. L'entreprise a confirmé enquêter sur un incident cyber limité et indique avoir appliqué ses protocoles de réponse à incident. Selon Bridgestone, l'incident a été contenu à un stade précoce, sans compromission de données clients ni d'interface. Bridgestone America exploite 50 sites de production et emploie 55 000 collaborateurs, soit environ 43% de la taille du groupe. En 2024, la filiale avait réalisé 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 1,2 milliard de dollars de bénéfices opérationnels. La société précise que ses équipes travaillent en continu pour limiter les impacts et assurer la continuité des opérations tout en prévenant d'éventuelles perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Aucune revendication n'a été faite à ce jour par un groupe de ransomware. Et il faut se rappeler qu'en 2022, Bridgestone avait déjà subi une attaque du groupe Lockbit qui avait entraîné une fuite de données sensibles. Au début du mois de septembre, Jaguar Land Rover a annoncé avoir subi une cyberattaque. L'entreprise a réagi en arrêtant proactivement ses systèmes afin d'en limiter les impacts. Cet incident a entraîné des perturbations importantes dans la production et les opérations de vente au détail.
Le site de production de Solihull a notamment été touché. Des concessionnaires britanniques ont signalé des blocages concernant l'immatriculation des véhicules et l'approvisionnement en pièces détachées. Dans son communiqué, le constructeur précise qu'aucune preuve de compromission de données clients n'a été identifiée à ce stade et Jaguar Land Rover indique également travailler à un redémarrage progressif et contrôlé de ses opérations globales. Aucun détail technique supplémentaire n'a été communiqué, aucun groupe de ransomware n'a revendiqué l'attaque. Il faut savoir que Jaguar Land Rover est un constructeur automobile britannique à l'origine, basé à Coventry, mais c'est une filiale du groupe indien Tata Motors depuis 2008. La société commercialise ses véhicules dans plus de 120 pays avec des marchés clés en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Les chercheurs de Guardio Labs signalent ce 4 septembre, aujourd'hui, une nouvelle technique baptisée Grokking, exploitant l'assistant d'intelligence artificielle Grok de la plateforme X. Les cybercriminels publient des vidéos sponsorisées avec du contenu pour adultes comme appât. Le lien malveillant est inséré dans le champ de métadonnées from sous le lecteur vidéo, emplacement non natalisé par la plateforme. Ces fraudeurs mentionnent aussi à Grok en réponse au message en posant une question du type « D'où vient cette vidéo ?» L'assistant affiche alors publiquement le lien incriminé. Cette interaction amplifie la portée de l'URL grâce au référencement et à la réputation du compte Grok. Et selon Guardio, ces liens redirigent vers des réseaux publicitaires frauduleux menant à des arnaques avec des faux captchas, des malwares avec des infos stealers et autres contenus suspects via des mécanismes de smart link. Ces domaines utilisés font partie d'un traffic distribution system employé par des acteurs publicitaires malveillants. Des centaines de comptes sont appliqués, chacun publiait des centaines voire des milliers de messages similaires jusqu'à leur suspension. L'activité est décrite comme coordonnée et organisée. Mais c'est vrai que dès qu'on voit du contenu pour adultes, et on le voit de plus en plus arriver sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, dès que vous voyez une personne qui va être un petit peu sexy et attirante, que ce soit un garçon ou une fille, c'est fou le nombre de vues, de clics et de likes. The Record nous informe à travers une interview d'Alexander Potty, brigadier général et directeur du State Service of Special Communication and Information Protection Ukraine depuis novembre 2024, qui détaille l'évolution des cybermenaces russes dans un entretien récent. C'est passionnant. Le nombre d'attaques critiques visant les infrastructures ukrainiennes a diminué selon le CERT-UAS, donc c'est le CERT national ukrainien. De 1048 incidents en 2022, on passe à 367 en 2023, on est carrément sur 70% en moins, et 59 en 2024. Cette baisse est attribuée au renforcement des défenses ukrainiennes et à la complexité croissante des opérations offensives russes. Les cyberopérations non critiques, incluant l'espionnage et les attaques par déni de service distribués, sont en hausse. Potty anticipe une nouvelle tentative contre le réseau énergétique avec l'arrivée de l'hiver. Le CERT ukrainien suit actuellement environ 80 groupes de pirates actifs contre l'Ukraine, chacun identifié par un code ou des tactiques propres. Cette coopération internationale demeure constante avec les États-Unis et l'Europe. Les spécialistes ukrainiens utilisent les outils de la CISA et partagent des données de terrain sur les techniques russes. Plusieurs accords bilatéraux et mémorandums de sécurité encadrent cette collaboration avec les partenaires européens. Toujours le général Potty qui cite l'attaque contre la Société nationale des chemins de fer Ukhralizhzhia comme exemple de la capacité russe à développer de nouveaux outils sophistiqués et à causer des perturbations majeures. Je vais répondre à un auditeur, Bruno, qui m'a demandé via la boîte email du podcast une question à propos du slogan « On ne réfléchit pas, on patch ». Il en comprend le message et le sens, mais il s'interroge sur la manière de gérer les dépendances du socle technique avec les fournisseurs qui ne sont pas forcément alignés avec le besoin réel du patch management. Pour lui, le vrai sujet, qui est presque métaphysique d'après ses propres mots, il n'arrive pas à trancher entre le risque de patcher avec la possibilité de dysfonctionnement ou d'interruption de service et les risques liés aux vulnérabilités. Il se demande s'il ne se pose pas trop de questions et peut-être pas les bonnes. Il aimerait savoir s'il faut comprendre qu'on considère que le risque cyber a généralement un impact plus négatif que le risque d'indisponibilité sur les métiers. Il reconnaît que ce n'est pas simple d'y répondre dans le format d'un podcast quotidien, mais il aimerait bien un éclairage de ma part. Alors, cher Bruno, déjà, la question elle est plutôt sympa, elle est bonne, et tu touches en fait l'un des dilemmes les plus classiques du patch management. Ton intuition, elle est juste. C'est pas seulement une équation technique avec une équation du risque et des dépendances. Et si on prend le sens du slogan « On ne réfléchit pas, on patch », c'est volontairement que c'est provocateur. L'idée est de contrer une tendance trop répandue, repousser les patchs indéfiniment sous prétexte de tests ou de contraintes métiers où j'ai pas le temps.
Or, statistiquement, la majorité des compromissions exploitent des vulnérabilités connues et patchées depuis plusieurs semaines ou mois, voire des années. Donc l'inaction est souvent bien plus risquée que l'action. Mais dans la réalité, on réfléchit vite et bien pour une approche structurée. On commence par la priorisation. On va regarder le score CVSS, son exploitabilité si c'est une vulnérabilité qui est activement exploitée, l'exposition interne. On va aussi vérifier si on a des fenêtres de maintenance adaptées au métier quand on est dans des grandes entreprises. Pour des TPE-PME, c'est beaucoup plus rare que ce soit prévu. On va aussi préparer des procédures de rollback prêtes si le patch casse quelque chose. Alors je sais ce que vous allez me dire certains d'entre vous. Moi je fais des sauvegardes. J'ai pas de sujet là-dessus. Vous faites des sauvegardes. Est-ce que vous avez déjà essayé de restaurer quelque chose ? Et c'est assez surprenant le nombre de petites entreprises et de moyennes entreprises qui nous disent on patch, on sécurise, mais quand ça se plante, on va restaurer puis ils découvrent que les sauvegardes, déjà elles ne fonctionnent pas, ils savent pas comment faire, etc. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, le problème de la dépendance des fournisseurs. Pour moi Bruno, tu as tout à fait raison, tout patch ne dépend pas uniquement de toi. C'est-à-dire que les exemples, c'est un ERP, un outil métier où les éditeurs ne valident pas certaines versions, des middleware ou des SDK tiers qui ne sont pas compatibles avec le dernier patch proposé. Dans ces cas, tu as des clauses contractuelles. Certains grands fournisseurs s'engagent sur un délai de mise à jour des dépendances critiques. Tu as aussi la pression du client. Si ton fournisseur est lent, tu documentes le risque et tu mets la DSI, l'achat dans la boucle. Il ne faut jamais l'oublier. S'il y a un mandataire de l'entreprise, quelqu'un du COMEX, un directeur qui a le pouvoir et qui te dit « on ne patche pas », c'est lui qui va prendre le risque. Tu le documentes et tu lui donnes. Bien entendu, il y a l'isolation. Si un composant ne peut pas être patché, on compense. Soit tu peux, si tu as la chance de pouvoir mettre un WAF, une segmentation, un monitoring renforcé, mais c'est pas du tout évident dans des petites structures. Et tu l'indiques très bien dans ta question, le dilemme entre le patch versus la disponibilité. Donc patcher, c'est un risque d'indisponibilité et de régression, c'est vrai. Mais ne pas patcher, c'est un risque d'exploitation et de compromission. Et pour moi, la clé, c'est de comparer l'impact potentiel à la probabilité. Une CVE critique exploitée en masse, c'est un risque cyber, c'est un risque d'indispo ponctuel, c'est un patch immédiat. Une CVE théorique sans exploit public sur un serveur isolé, on peut planifier le patch dans une fenêtre contrôlée. Mais là, je vais être très prudent. Quand vous êtes dans une grande structure, vous n'avez aucun problème à faire de la veille sur les CVE. Vous êtes une petite structure. Vous décidez de ne pas appliquer le patch Shuzen Microsoft où il y a une 0 day, pour une raison XY, mais qu'elle n'est pas exploitée. 3 mois après, une RCE ou un POC sort, comment vous le savez ? Si vous ne faites pas de la veille, c'est mort. Donc, il faut toujours voir si vous décidez de ne pas patcher, quels sont les risques que vous allez avoir derrière. Et enfin, dans beaucoup de secteurs, que ce soit la banque, la santé, l'énergie, le compromis se formalise dans une analyse de risque documentée. C'est validé par la direction métier et sécurité, et ce n'est pas le RSSI qui décide tout seul. Alors pourquoi le cyber versus l'indispo est souvent vrai ? Parce qu'une indisponibilité maîtrisée, ça dure que quelques heures ou quelques jours. Et c'est bien ça qu'il faut voir comme risque. Vous appliquez un patch, vous avez des sauvegardes, vous êtes prêt, ça plante, ça peut arriver, vous appliquez le patch, le système plante, vous tapez quelques heures, voire 2 jours d'arrêt. Mais c'est 2 jours. Une compromission, que ce soit un ransomware, une exfiltration, ça peut durer des semaines, voire des mois, et ça coûte des millions d'euros, voire mettre en péril la réputation et la conformité légale, que ce soit du RGPD, du NIS2. On va prendre des cas concrets. Si on prend les sociétés qui sont fait poutrer depuis le début de l'année, les grands comptes, quand on est un peu derrière et qu'on regarde, ça se répare pas en 2 jours. Ils seraient hyper contents les mecs. Ah oui, en 2 jours, vont monter une cellule de crise. Mais quand vous regardez bien, ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que le service revienne à la normale. Donc oui, dans beaucoup de cas, le risque cyber a un impact global plus fort que le risque d'indisponibilité, mais cela doit être argumenté, chiffré et pas seulement juste affirmé. Alors dans la métaphore, ton doute est légitime et ça, en fait, on ne réfléchit pas en patch, doit se comprendre comme arrêter de procrastiner, sous prétexte de complexité. Mettez en place une mécanique qui rend le patching quasi automatique avec des garde-fous et des procédures de secours. Je réponds aussi à la question sur le CISSP, sur ton clin d'œil. Oui, ça va être intense par rapport à tout le programme, mais le rétex viendra car c'est une belle expérience. Alors je vais vous faire un premier rétex sur la préparation du CISSP. J'avais décidé de le préparer donc à partir du 1er septembre. Je vous ai fait un truc un peu humoristique sur LinkedIn en disant j'ai pris l'abonnement à BasicFi, j'ai acheté des bouquins, etc. Alors tout était encore sous blister. Je n'ai absolument rien fait. On est le 4 septembre et je me dis ça va être chaud patate. Parce que l'objectif c'est de le passer quand même avant le 30 novembre. Mais c'est promis, je vous tiendrai au courant. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 4 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles.
D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Au revoir.